Alors donc on passe à la séance d'aujourd'hui. Après donc ce bref aperçu fait de manière générale, on passe maintenant à la séance d'aujourd'hui. Donc je vais partager, voilà. Alors, donc, la dernière fois, donc, on s'est arrêté au niveau de la typologie des zones humides. Donc, les zones humides, donc, c'est des milieux humides, c'est-à-dire des milieux qui renferment donc, la composante hydrique, l'eau, que l'on soit situé à proximité du littoral ou bien à l'intérieur du continent. Donc là également, donc, il y a une diversité de zones humides. Il y a une diversité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types, d'où le terme donc, de typologie, c'est-à-dire l'étude de la typologie. D'ailleurs, on peut par exemple travailler, c'est-à-dire déterminer les caractéristiques de plusieurs zones humides de manière générale, c'est-à-dire de manière générale, et après, par des méthodes statistiques, par des analyses multivariées, on peut déterminer donc des ressemblances entre certaines zones humides, c'est-à-dire des zones humides qui présentent les mêmes caractéristiques, donc ils vont se regrouper au niveau d'un plan, d'autres qui ont, je dirais donc, des affinités entre elles, ils vont se regrouper, mais c'est-à-dire ils diffèrent donc du premier groupe, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc une typologie, c'est-à-dire on peut dégager des clusters donc de groupes de zones humides en se basant sur leurs critères. Alors la typologie, c'est quoi, comme je viens de le dire à l'instant? Donc c'est tout simplement une sorte, c'est une méthode tout simplement qui nous permet de classer et je dirais donc ces zones humides et par la suite donc de distinguer, donc de discriminer, de classer, de distinguer plusieurs catégories, c'est-à-dire plusieurs types, donc au sein d'un ensemble hétérogène donc de stations ou d'écosystèmes qui sont de même nature, c'est-à-dire des zones humides, c'est-à-dire qui sont de même nature, c'est-à-dire la fraction hydrologique, il y est, c'est-à-dire il existe. Je ne vais pas comparer un écosystème aquatique avec un écosystème terrestre. Donc là, il n'y a rien à comparer. C'est-à-dire on présente des stations ou des écosystèmes de même nature. C'est-à-dire soit on fait des comparaisons des types de milieux terrestres, ou bien je fais donc, j'essaie donc de déterminer la typologie des milieux humides, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc là, c'est des types, c'est-à-dire de même nature. Donc c'est ça en fait, la typologie, c'est juste, donc c'est une science, c'est une étude des différents types, donc des différentes catégories au sein d'un ensemble hétérogène, c'est-à-dire diversifié, différent, par donc des critères d'ordre physique, d'autres même biotiques, et parfois même d'autres abiotiques et biotiques en même temps. Donc de stations ou d'écosystèmes qui sont de même nature. Alors là, plusieurs types de zones humides, il existe, et c'est plusieurs typologies, et ces typologies-là, ils utilisent de manière générale et de manière globale 10 principaux critères. C'est-à-dire il y a 10 critères, c'est-à-dire qui sont utilisés pour déterminer donc, je dirais donc ces typologies. Tout d'abord, ces critères-là qui sont utilisés, ils ne sont pas utilisés simultanément, c'est-à-dire en même temps. Donc, parmi ces critères, on a d'abord le régime des eaux, c'est-à-dire le régime hydrique, donc c'est-à-dire l'eau de cette zone humide, est-ce que c'est une eau qui coule ou bien c'est une eau stagnante? Donc, c'est une eau donc qui peut, c'est-à-dire parce qu'il y a le régime, donc lorsqu'on le régime, c'est-à-dire la manière, l'état dans lequel se trouve cette eau. Est-ce que c'est une eau qui coule? Donc, par exemple, c'est le cas des oueds, des fleuves,
ou bien c'est une eau qui est piégée au sein d'une dépression, par exemple, comme les lacs ou bien les dayas. Hein, c'est des milieux qui sont généralement fermés, endorriques, des dépressions endorriques qui sont fermées et qui piègent l'eau. Donc, c'est des milieux qui sont généralement stagnants. Donc, contrairement à des eaux qui sont courantes, c'est-à-dire qu'il y a l'eau qui coule. Donc, il y a une certaine dynamique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc les régimes des eaux. Il y a la végétation. Donc, la végétation, vous savez très bien, la végétation. Donc, il y a des végétations qui se trouvent donc à l'intérieur de l'eau, pleinement, dans les parties même plus ou moins profondes de l'eau. Il y a des végétations qui se trouvent dans des endroits, c'est-à-dire où ces endroits, c'est-à-dire durant une période, ils sont couverts d'eau et durant c'est-à-dire l'autre partie du temps, donc ils sont plutôt donc à l'extérieur de l'eau, c'est-à-dire durant certaines parties, donc ils sont inondés, alors durant d'autres parties, c'est-à-dire dans d'autres temps, donc ils sont plutôt exondés, c'est-à-dire ils sont à l'état sec. Comme on peut avoir dans certaines végétations, par exemple, qui se mettent uniquement sur les bords. Et on peut avoir donc des végétations qui ne s'installent dans saison limite. Par exemple, si je prends le cas des dayas, comme je l'avais dit, donc c'est les milieux qui s'assèchent durant la saison estivale. Donc là, on trouve une catégorie donc je dirais donc de plantes. Il y a d'abord les plantes qu'on peut dire donc des plantes purement aquatiques. Donc, c'est des plantes les premières à pousser. Donc, lorsqu'on a, et généralement, ils poussent à l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire à l'intérieur, dans la lame d'eau. D'autres qui ne poussent qu'après avoir été inondés durant un certain moment. Et après l'exondation, c'est là où on assiste c'est-à-dire à la floraison. Et puis après, donc, à la fructification. D'autres espèces qui ne s'installent qu'après assèchement de la mare. Donc, ils profitent de l'assèchement de la mare pour s'installer. Donc, ce sont des espèces terrestres. Donc, vous voyez, donc ici, donc, la végétation, donc, il diffère. Suivant. Donc, c'est la raison pour laquelle on la prend en considération également comme critère dans la typologie des zones humides. La localisation topographique, lorsqu'on dit la localisation topographique, bien sûr, rappelez-vous, donc, lorsqu'on avait utilisé donc, les coordonnées, on avait évoqué dans la partie climatique, la partie climatologie, on avait évoqué donc la méthode de GPS, donc, qui permet de localiser les coordonnées. Et donc, ces coordonnées-là, on peut les avoir donc, à différents endroits. Donc, il y a certains endroits, par exemple, je peux être donc, tout près du littoral, donc c'est les plaines littorales, donc là, c'est les basses altitudes, c'est les basses altitudes, parce qu'on est tout près du littoral, on est tout près donc, du niveau marin, qui est le niveau 0. Donc, on va être tout simplement dans une gamme d'altitude qui ne dépasse pas les 100 mètres. Une fois on se trouve dans certaines parties, par exemple, on peut être amené à être en face d'une altitude qui va varier entre 600 donc jusqu'à 900, voire même jusqu'à 1000. Dans d'autres altitudes, on va être entre 1000 et 1600, bien 1800, bien 1900. D'autres altitudes, on dépasse les 2000, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc, la localisation topographique. Donc, on peut être amené à être dans les plaines, on peut être amené dans les plateaux, on peut être amené à être dans les montagnes, et ainsi de suite. Dans les montagnes de basse altitude, dans les montagnes de moyenne altitude et dans les montagnes, donc même de haute altitude. Comme on peut être, par exemple, dans des dépressions, dans les vallées, c'est-à-dire on est quand même un petit peu en bas. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la localisation topographique. Donc là également, c'est un critère qu'on peut prendre en considération dans la typologie des zones humides. Alors, il y a également l'autre critère, c'est la salinité, c'est-à-dire la salinité en rapport avec surtout la chimie. Donc, la salinité, donc, parfois, on peut être amené à être en face de zones humides qui sont salées. Par exemple, certaines zones humides qui ont un contact avec le milieu marin. Prenons par exemple le cas de la lagune de Moulay Bouislem, la région de l'Arèche, qui communique largement avec l'océan Atlantique. Donc, il y a une partie donc, qui est salée. Donc, il y a ce qui est salé. Il y a des zones humides qui a une eau totalement douce. C'est de l'eau douce.
Tout simplement, c'est les eaux de pluie, avec parfois donc l'émergence ou l'apparition donc de la nappe phréatique par endroit, Donc, on peut assister même à une relation entre les deux. Donc, c'est de l'eau douce, comme on peut être amené à être en face donc de zones humides à eau saumâtre. C'est quoi l'eau saumâtre? C'est tout simplement c'est une eau salée, mais la salinité il est faible. La salinité il est faible, mais c'est des milieux qui restent plus ou moins salés. Donc c'est ce qu'on appelle des milieux saumâtres. Donc là, c'est également un critère qu'on peut c'est-à-dire en considération dans la typologie des zones humides, parce qu'on a des zones humides salées, d'autres qui sont saumâtres, d'autres qui sont à eau douce. Donc ça, ce qu'on appelle, donc c'est la salinité en rapport avec la chimie. Pourquoi? Parce que la salinité, c'est le NaCl, donc c'est des ions chimiques, le Na+, le Cl-. Et également, on a également, c'est-à-dire lorsqu'on prend le substrat, le facteur édaphique par le substrat, par le biais donc, du substrat, le substrat, donc, il peut également varier. Le substrat, il peut varier. Parce que lorsqu'on parle de zones humides, les zones humides, donc, il y a une présence de l'eau, et cette eau-là, s'il devrait émerger dans ces endroits-là, par opposition à d'autres, c'est parce que tout simplement, il y a un certain plancher qui retiennent donc cette eau. Il y a certains planchers qui ont certaines caractéristiques, donc qui permettent de retenir l'eau à la surface. Parmi, on peut par exemple avoir donc un substrat, c'est-à-dire un sol très riche en argile, par exemple les sols très argileux, ou la présence d'un plancher argileux, par exemple juste sous un horizon superficiel, par exemple de sédiments, ou bien de sable, ou bien de limon. Et vous savez très bien, donc les argiles, c'est quoi? Leur caractéristique, c'est que ce sont des particules qui sont, d'abord, ils sont très fines. Donc, lorsque vous prenez un petit peu de sol argileux, vous essayez de voir en écrasant sous vos doigts, vous sentez que c'est extrêmement fin. Parce que ce sont des particules très fines, d'une part, et leur caractéristique également, c'est quoi? C'est que ce sont des particules qui sont chargées. Ce sont des particules qui sont chargées, donc ils établissent des liens avec les molécules d'eau qui sont à leur tour chargées. Donc c'est la raison pour laquelle donc, il permet de retenir l'eau. Donc ça, c'est un type qu'on peut avoir tout simplement par l'affleurement donc, de roches-mères qui sont solides, comme par exemple la région de Ifren. Vous pouvez voir, vous pouvez trouver certaines zones humides. Pourquoi? Parce que le plancher, c'est quoi? Il y a la roche-mère qui afflue par endroits, qui apparaît. C'est quoi? C'est des basaltes qui sont durs. C'est des basaltes qui sont durs, donc ils sont imperméables, donc ils permettent de retenir l'eau. On peut avoir également d'autres substrats, comme des granites, on peut avoir des rhyolites, on peut avoir des schistes, et ainsi de suite. Et donc là, tout ça, c'est-à-dire c'est une série donc, de types de substrats. Et donc, le type de substrat, c'est un critère également qu'on pourrait prendre en considération dans la typologie des zones humides. Alors, on a également la catégorie de milieux. La catégorie des milieux, c'est-à-dire ces milieux-là, est-ce que c'est des milieux, par exemple, je dis bien par exemple la catégorie, donc l'une qu'on peut prendre par exemple, je dis, ça, voilà des milieux, des zones humides qui sont situées sur un terrain agricole, c'est-à-dire un paysage agricole, un terrain agricole extrêmement vaste, ou une zone humide, donc c'est-à-dire à bassin versant agricole, d'autres zones humides qui peuvent être à l'intérieur des forêts, d'autres zones humides qui peuvent être en pleine zone urbanisée, c'est-à-dire où il y a donc, des habitations. Donc ça, on le trouve souvent, même au Maroc. Des zones humides qui communiquent avec l'océan, qui sont tout près de l'océan, qui communiquent, alors d'autres qui sont lointaines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, la catégorie de milieu, c'est-à-dire le type de milieu dans lequel se trouvent donc ces zones humides. Et donc, ça, c'est également un critère qu'on peut prendre en considération dans la typologie donc des zones humides. Il y a également le pourcentage d'eau libre.
donc en rapport avec la profondeur. C'est quoi le pourcentage d'eau libre? C'est-à-dire, donc il y a le sol, et donc lorsque l'eau il émerge, pour le sol, l'horizon superficiel, donc ça, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'eau libre. Donc la lame d'eau qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire qui afflue au-dessus donc, du sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'eau libre. Et donc, lorsqu'on a une lame d'eau, donc il a quand même une certaine profondeur. C'est-à-dire qu'on peut le mesurer à l'aide d'un mètre. Je peux mesurer, donc j'introduis mon décamètre à l'intérieur de l'eau. Donc, une fois je touche l'horizon superficiel, donc j'arrête et je mesure tout simplement la profondeur de l'eau. La profondeur de l'eau, donc c'est, je détermine. Donc, ça dépend donc des types, parce que parfois, je peux être amené à être en face de certaines zones humides qui sont très profondes, d'autres qui sont moins profondes, d'autres qui sont superficielles, et ainsi de suite. Donc la profondeur, il va varier de quelques centimètres, voire même à plusieurs mètres. Si je prends par exemple le cas par exemple le lac d'Isli, le cas d'Isli, la profondeur maximale, c'est-à-dire le point le plus profond de lac, il est situé à environ 92 mètres de profondeur. Donc c'est extrêmement profond, le centre Yellow. Donc c'est extrêmement profond. Par opposition, par exemple, au niveau de la périphérie, je peux avoir quelques centimètres de la périphérie. Alors qu'on peut trouver dans certaines zones humides, tout entière, il y a la zone humide tout entière, à peine on a quelques centimètres de profondeur de l'eau. Même, c'est-à-dire le point le plus profond, à peine on mesure, par exemple, je peux avoir 40 centimètres de profondeur, ou bien 50 centimètres, voire même moins. Et donc ça, ce sont des zones humides qui sont plus ou moins plates, plus ou moins. Je dirais, elles ne sont pas totalement plates, mais plus ou moins. C'est-à-dire, il y a une dépression, mais très légère. Et donc là, je pourrais déterminer ce qu'on appelle donc le pourcentage d'eau libre et par conséquent, je pourrais déterminer sa profondeur. Parce que là, donc c'est un critère très important lorsqu'on détermine la profondeur, parce que les végétaux également, il y a des tolérances. C'est-à-dire les végétaux, même s'ils sont aquatiques, ils ne tolèrent pas de la même manière donc là, les niveaux d'eau. Il y a certaines plantes donc on peut qualifier donc des plantes de profondeur, donc ce sont des plantes qui sont purement aquatiques, d'autres qui sont plutôt des amphibies, donc ils ont besoin d'être recouvertes d'eau juste pendant une certaine durée, donc ça permet donc d'imbiber les graines, puis après donc de déclencher en quelque sorte la germination et de débuter la croissance, mais la floraison et la fructification, il ne va se dérouler que hors de l'eau, c'est-à-dire après la diminution ou même l'assèchement. Donc ça, c'est également l'un des critères qui sont pris dans la typologie des zones humides. L'autre critère également, c'est la faune. Donc, comme tout à l'heure, on avait cité la végétation, là également la faune. La faune également, c'est un critère déterminant dans la typologie des zones humides parce qu'on a plusieurs groupes de faune et en fonction de leur exigence écologique, bien sûr, donc ces groupes d'espèces, ils vont se trouver dans telle ou telle zone humide et dans tel ou tel niveau, même au sein de la zone humide. Et donc, on peut avoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc des zones humides salées. Donc, il y a donc une faune spéciale, d'autres zones humides à eau douce, donc avec une autre faune spéciale, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, ça dépend donc, du type des zones humides et bien sûr, donc, même des conditions qui vont régner même à l'intérieur des zones humides. C'est-à-dire, à l'intérieur des zones humides, est-ce qu'on est situé vers la partie périphérique, intermédiaire ou la partie profonde? Donc, après, il y a également le stade trophique. Le stade trophique, c'est l'enrichissement en matière, c'est-à-dire en éléments, donc l'enrichissement en éléments nutritifs, c'est ce qu'on appelle le stade trophique. Donc, il y a, si l'on veut dire, il y a une certaine catégorie donc, de zones humides. Il y a les zones humides eutrophes qui sont très riches, c'est-à-dire en éléments nutritifs, d'autres qui sont mésotrophes, donc un enrichissement très moyen, et d'autres qui sont plutôt oligotrophes, donc qui sont très pauvres, parce que parfois donc le stade d'eutrophisation, ça peut détecter donc un stade, je dirais donc de perte, si l'on veut dire, de perte
donc, de la qualité de l'eau. Donc, plus l'eau il est eutrophe, plus sa qualité il va diminuer. Et plus l'eau il est oligotrophe, plus sa qualité il est pertinente. Et généralement, en fait, le stade trophique, donc on a souvent donc, des développements d'algues filamenteuses, l'eau qui devient parfois, donc, ils prennent une couleur plus ou moins verte, et ainsi de suite. Donc, il y a certaines caractéristiques. Une fois l'eau il devient, il prend cette couleur-là, donc l'infiltration des rayons lumineux, donc il ne va pas se faire très correctement, et donc ceci aura un impact sur la germination, sur la croissance, et ainsi de suite. Et donc l'eutrophisation, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc c'est un problème auquel sont confrontés parfois les zones humides. Et bien sûr, donc ça c'est un critère également qu'on prend en considération dans la typologie des zones humides. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la typologie Ramsar, donc la Ramsar, c'est la résolution Ramsar, c'est une ville en Iran, auquel donc c'est une convention internationale auquel plusieurs pays ont adhéré. Alors cette typologie Ramsar, qui est d'ailleurs inspirée de la classification américaine, donc, c'est-à-dire son but, c'est quoi? C'est de classer les différents milieux importants, les différents milieux importants pour la conservation, surtout donc, des oiseaux d'eau. Donc, ça, c'est le but principal. Donc, bien sûr, donc, il reste applicable au niveau mondial. Donc, ce n'est pas uniquement dans un pays donné, mais il est applicable au niveau mondial, même au Maroc. Il aboutit à cette typologie, il a abouti, c'est-à-dire le résultat final, c'est quoi? Donc, il a abouti à 35 types de zones humides. Et ces 35 types, ils sont classés suivant leurs caractéristiques hydrogéomorphologiques en 5 groupes principaux. 5 groupes principaux, il y a ce qu'on appelle les milieux lagunaires côtiers, comme je l'avais dit, la lagune des Moulay Bousselem, la lagune côtier, les milieux lagunaires côtiers, parce qu'ils sont au niveau de la côte, parfois, donc au niveau de la côte, donc ils communiquent avec le milieu marin, de manière générale. Il y a les milieux estuariens également, qui communiquent, mais c'est une partie entre l'océan et c'est-à-dire la partie qui est douce. Et, par exemple, si je prends un oued qui communique avec l'océan, il y a donc les entrées, et donc il y a les entrées d'eau, et donc il y a les entrées d'eau, donc il y a les entrées d'eau, et bien sûr, donc il y a une certaine salinité qui va être, soi-disant, détectée jusqu'à un certain stade, donc jusqu'à un certain niveau, puis après, donc c'est de l'eau douce qu'on va retrouver. Et donc toute cette partie, c'est-à-dire qui provient de l'océan et qui pénètre dans l'oued ou la rivière, donc cette partie qui reste salée, donc on l'appelle donc l'estuaire. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, on les prend en considération. Donc il y a également le milieu fluvial, c'est des fleuves, donc le cas des fleuves, c'est de l'eau douce. Les milieux lacustres, donc c'est les lacs ديال moyen Atlas, lac ديال par exemple lac ديال إسليت, ضايت عوار, ضايت إفراح, ويوان, ضايت حشلاف, تيفوناسين, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs lacs au Maroc. Et on a également les milieux marécageux, donc c'est les milieux marécageux, c'est-à-dire de vastes étendues d'eau. Et donc ces milieux-là, donc c'est des milieux qui parfois donc ils se remplissent lors donc de remontées, c'est-à-dire lors donc, des périodes, je dirais donc de remontée d'eau. Dans le cas par exemple de certains marais, donc on a des montées d'eau et donc on a une pénétration d'eau qui se fait sur de vastes étendues, et bien sûr donc ces vastes étendues, donc ça permet par la suite donc le développement donc, de plusieurs espèces, notamment des espèces ligneuses avec des adaptations particulières donc, qui caractérisent ces milieux-là. Donc on les appelle donc des milieux marécageux. Alors donc là on peut le voir dans cette diapo. Donc voilà les 5 types, les 5 grands types
auxquels appartiennent les 35 types qui ont été déterminés lors de la typologie Ramsar, c'est-à-dire les milieux lagunaires côtiers, les milieux estuariens, les milieux fluviaux, les milieux lacustres et les milieux marécageux. Donc, ces milieux-là, donc, si on essaie de voir un petit peu les correspondances, donc soit on fait, c'est-à-dire on tombe et on retrouve donc les écosystèmes continentaux. C'est-à-dire quoi les écosystèmes continentaux? C'est-à-dire les écosystèmes, c'est-à-dire des zones limites qui se trouvent à l'intérieur donc du continent, à l'intérieur du continent. Et donc en ce moment-là, s'ils se trouvent à l'intérieur du continent, donc c'est des eaux généralement stagnantes qui ne bougent pas. C'est parfois donc des zones inondables lors d'inondations et donc ça permet donc parfois donc ça déborde et donc on a donc toute une zone ou toute c'est-à-dire de vastes étendues de terrain qui sont inondées, c'est-à-dire remplies d'eau. Et on peut avoir également donc, des eaux courantes, certaines rivières ou certains oueds qui sont à l'intérieur du continent. Donc ça, c'est les écosystèmes continentaux. À côté, également, on a les écosystèmes littoraux et océaniques, c'est-à-dire on est pleinement sur le littoral et en communication même avec les océans. C'est le cas des archipels, le cas des baies, la baie Trinifis Agadir, ou également les baies de Husseima, qui sont très connus, vraiment sont de très beaux milieux à voir. On a également les dunes littorales, les dunes par exemple de Meria, la région de Kinitra, et les plages de sable. On peut avoir également donc, des bras de mer de faible profondeur, des bras de mer de faible profondeur, donc ça ne dépasse pas vraiment c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'intérieur, mais les parties périphériques, donc il y a certaines limites en termes de profondeur. On a également les deltas et les estuaires, des mangroves, les deltas. C'est cette rencontre entre, par exemple, certains oueds ou certains fleuves avec l'océan. Donc, parfois, donc, ça s'ouvre sur l'océan et ça forme un delta. On les appelle des deltas. On a également les récifs coralliens, Rassif Marjani, par exemple. L'un des récifs coralliens, les plus beaux et les plus grands, donc ça se trouve l'Australie. Donc, on a de très vastes étendues de récifs coralliens. Également, donc, c'est parmi les écosystèmes littoraux et océaniques. Donc, en plus des écosystèmes littoraux et océaniques, et en plus donc, des écosystèmes continentaux, on peut avoir donc, ce qu'on appelle les écosystèmes artificiels. Donc, les premiers sont des écosystèmes naturels. Alors, les deuxièmes, c'est le troisième plutôt. Donc, les deux premiers sont naturels. Alors, le troisième type, c'est-à-dire les écosystèmes artificiels. Et donc, ça veut dire quoi, artificiel? Donc, ce sont des écosystèmes qui sont plutôt favorisés par l'homme ou bien créés par l'homme. Par exemple, les barrages. Les barrages, donc, ça relève tout simplement du génie. Donc, c'est le génie, donc le génie civil. C'est des travaux colossaux qui permettent par la suite donc, de créer des barrages. Il y a également les salines. C'est quoi les salines? C'est tout simplement, on fait piéger l'eau de mer. On fait piéger l'eau de mer dans des petites dépressions. Et sous l'action donc, du soleil et du vent, on a l'évaporation de l'eau, donc l'eau qui s'évapore, et on a finalement la cristallisation donc, du sel. Et puis après, donc, à la fin, donc, on récolte, on récolte donc, le sel. On peut avoir également les canaux et les fossés de drainage. Les canaux, donc, ce sont des canaux qui sont créés par l'homme, par des creusements, on crée donc, des chenaux, ou bien parfois des canaux. Donc, ça dépend juste voilà, de la profondeur et donc, du diamètre, plutôt de la largeur donc, de ce canal. Parfois, donc, on crée des fossés de drainage pour drainer donc, certains milieux. On a également les terres irriguées, c'est-à-dire qu'on commence à irriguer certaines terres pour la culture donc, du riz, les roses, les rizières, comme d'ailleurs ça se passe par exemple en Inde, en Chine, etc., etc. Et même parfois dans certaines régions du Maroc, la région d'Al-Gharb. Donc, tout ça, ce sont des milieux qui sont, comme je viens de le dire, soit favorisés, soit créés par l'homme. Et donc, ce sont des écosystèmes artificiels.
Alors après, après la typologie Ramsar, on a la typologie Corine Biotope. Corine Biotope, c'est une typologie qui est utilisée tout simplement à une échelle européenne, c'est-à-dire en Europe, surtout lorsqu'il a été adopté par ce qu'on appelle la directive Habitat. C'est la directive Habitat qui est une directive européenne qui a été mise en place dans le but donc, de conserver les habitats et par la suite, donc lorsqu'on conserve l'habitat, donc sous-entendu, donc on conserve les espèces qu'ils abritent. Et donc c'est une directive habitat relative à la conservation donc, des habitats et donc des espèces dans l'Union, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, Tihad européen. Et donc cette typologie Corine Biotope, il est basé essentiellement sur la végétation. Donc ça, c'est basé sur la végétation et il prend 7 catégories de milieux pour les zones humides. Donc, cette catégorie, bien sûr, et pour chaque catégorie, donc chaque type, donc il y a un code qui lui est affecté. Donc, la première catégorie, donc, ce sont les habitats côtiers et halophiles. Donc, habitat côtier, on est sur la côte, et donc lorsqu'on est sur la côte, donc on est à proximité du littoral, donc à proximité des océans, et donc il y a la salinité. Donc, lorsqu'on parle d'habitat côtier et halophile, c'est-à-dire qu'il y a une salinité. D'ailleurs, lorsqu'on parle parfois donc des plantes halophiles, c'est-à-dire c'est des plantes qui sont liées au milieu salé. On parle donc des plantes halophiles ou bien on parle des halophytes, c'est-à-dire les plantes indicatrices donc des milieux salés. Donc le deuxième deuxième biotope, c'est les milieux aquatiques non marins qui ne sont pas, c'est-à-dire qui ne relèvent pas du milieu marin, qui ne relèvent pas des océans ni de la mer. On a le troisième type, ce sont les landes, les fruticées, les pelouses et les prairies. Donc, c'est des types de végétation particuliers. Donc, les landes, les fruticées, les pelouses et les prairies. Donc, c'est des types de végétation, donc des types de formation végétale particulières. Le 4, ce sont les forêts, parce que souvent, on a des forêts humides également, des forêts qui humides. Par exemple, comme dans des milieux, dans certains milieux, donc quelques marais, on a donc plein de, je dirais, de plantes ligneuses, c'est-à-dire de plein d'arbres, mais c'est-à-dire qui préfèrent plutôt être à l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire ce qui se trouve dans l'eau. Donc, c'est des forêts humides. Le 5, c'est des marais et des tourbières. Donc, les marais, c'est-à-dire de très vastes étendues d'eau, avec une végétation particulière. Également, les tourbières, ce sont des zones humides qui sont caractérisées par une présence plutôt très abondante de bryophytes. Donc, ils caractérisent les tourbières. Et parmi ces bryophytes, on trouve donc les mousses, notamment les sphènes, qui sont très dominantes. Et parfois, elles existent avec des différentes espèces. Donc, les tourbières, leur caractéristique, c'est quoi? C'est que, comme je l'avais dit la dernière fois, donc c'est des milieux donc sous l'effet donc du manque d'oxygène, donc la combustion de la matière organique ne se fait pas de manière poussée. Donc ce qui fait qu'on a une combustion très incomplète ou parfois même la combustion qui ne se fait pas. Et donc on a une accumulation de la matière organique. Donc c'est la matière organique qui s'accumule, les restes, il y a les végétaux qui s'accumulent d'une année à une autre, qui s'accumulent, sans qu'ils soient dégradés ou parfois qui sont très faiblement dégradés. C'est-à-dire qu'on a plus d'accumulation que de dégradation. Et donc, finalement, on a vraiment des épaisseurs importantes donc, de matière organique. Et donc, lorsqu'on marche dessus, on a vraiment la sensation qu'on est en train de marcher sur une éponge, parce que c'est très riche. Et bien sûr, donc, à des tourbières, il y en a au Maroc également, notamment Flonop, Chamel. Le 6e milieu ou bien biotope, donc ce sont les habitats rocheux et les grottes. Les habitats rocheux, donc les zones humides qui sont situées sur des sols rocheux. Donc les sols rocheux, généralement, ils sont imperméables. Par exemple, il y a le basalte, il y a le granit, il y a donc une diversité donc, de milieux rocheux. Les grottes, Magharat, il y en a plusieurs quand même au Maroc. Il y en a plusieurs, donc les grottes, on trouve parfois donc de l'eau à l'intérieur qui circule librement.
Donc là, c'est également parmi les types qui sont classés. Et le dernier type, donc, ce sont les terrains agricoles et les paysages artificialisés. Les terrains agricoles et les paysages artificialisés. Donc, c'est-à-dire le dernier milieu, c'est des milieux, si l'on veut dire, qui prennent donc plutôt une empreinte plutôt artificielle, parce que soit ils sont créés, artificialisés, donc il y a l'intervention de l'homme, et les terrains agricoles, donc ils sont favorisés par l'homme, et donc il y a l'empreinte humaine dans ce dernier cas. Donc, vous pouvez le voir, donc la typologie Corinne Biotope, qui est une typologie européenne, donc quand même, elle a pu dégager une typologie extrêmement diversifiée. Bien la typologie Medwet, en plus la typologie Ramsar Corinne Biotope, la typologie Medwet, c'est-à-dire Méditerranéenne Wetland, c'est une typologie qui a été développée dans le cadre d'un sous-programme qu'on appelle le programme Medwet, d'inventaire, c'est-à-dire l'objectif ou la mission dans ce programme, c'est quoi? C'est d'établir un inventaire et un suivi donc, des zones humides. Donc, c'est un inventaire des zones humides, et on essaie donc de faire des inventaires, donc des recensements, des recensements de toutes les zones humides, par exemple dans un pays donné ou bien d'une région donnée, et de faire donc un suivi. Pourquoi? Donc, pour détecter, bien sûr, donc, de futures anomalies ou de futurs dysfonctionnements ou de futurs changements au sein donc, de ces écosystèmes. Donc, ça, c'est la mission principale dans ce sous-programme Medwet, c'est d'établir un inventaire et de faire donc des suivis des zones humides. C'est une typologie qui s'inspire donc profondément de la typologie américaine. Et la classification selon cette typologie Medwet, il est basé sur la prise en compte de quoi? Donc de facteurs physiques tels que la salinité, le pH, donc du milieu, la fréquence et la durée des inondations. Donc c'est une classification basée sur la prise en compte de facteurs physiques. Donc là, c'est-à-dire les paramètres physiques qui sont visés dans le cadre de cette typologie Medwet. C'est-à-dire qu'on fait des suivis également de ces paramètres. Une fois on déclenche, c'est-à-dire on détecte donc d'éventuelles anomalies dans les paramètres, donc on peut, soi-disant, on peut donc détecter et voir donc de quoi il s'agit, donc qu'est-ce qui a pu modifier ces paramètres. Est-ce qu'il y a donc c'est-à-dire les différents problèmes qui peuvent affecter donc soi-disant ces écosystèmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la typologie Medwet. Donc c'est une typologie inspirée de la typologie américaine, mais c'est une classification basée sur la prise en compte donc, de facteurs physiques. Donc là, c'est juste quelques photos qui vous permettent donc d'apprécier en quelque sorte. Donc, je dis, ce ne sont pas les seuls qui existent, hein, ce ne sont pas les seuls, mais tout simplement quelques photos pour apprécier. Par exemple, là, la photo d'en haut à gauche, donc c'est un ruisseau temporaire. C'est quoi un ruisseau temporaire? Donc, un petit oued. Ce n'est pas vraiment, il n'atteint pas le stade de oued, mais c'est un petit oued, pas profond. Et bien sûr, donc l'eau il coule pendant une certaine durée, c'est-à-dire lors de la période donc, des crues, parce que lors de la période des précipitations, des pluies, on a donc les crues, donc on assiste à un découlement, et donc souvent donc ça finit par s'assécher durant l'été. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'un ruisseau temporaire, c'est-à-dire l'eau il est présente temporairement. Donc en haut à droite, donc là on observe un lac. Voilà, donc c'est un lac. Malheureusement, une bonne partie il est cachée par la canopée donc de ces plantes ligneuses. Donc ça, c'est un lac. Là, en bas, à droite, donc ici, donc vous voyez, donc cette couleur très brunâtre à noirâtre, comme je l'avais dit. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc les tourbières. Vous voyez, parce que c'est dû tout simplement du fait qu'il y a un manque d'oxygène. Donc, on assiste à quoi? Donc, à
à une accumulation plutôt de la matière organique, c'est-à-dire la matière organique qui s'accumule, c'est-à-dire lorsque les plantes ils meurent à la fin de leur cycle, donc ils meurent, donc la matière organique qui s'accumule plus qu'elle se dégrade. Et donc cette accumulation, avec le temps, donc ça donne cet aspect très brun, parfois noirâtre. Ça, ça se ressemble un petit peu le principe, si l'on veut dire, hein, le principe des charbonnières dont j'ai parlé la dernière fois. Lorsqu'on met donc des morceaux donc de brins, donc de brindilles, donc de rameaux, donc des ligneux, lorsqu'on les rassemble, après qu'est-ce qu'on fait? Donc on couvert tout par du sol, et une fois on allume, donc la combustion, c'est une combustion incomplète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Donc c'est une combustion incomplète. Le résultat c'est quoi? C'est que ça permet l'obtention du charbon, donc de couleur noirâtre. Donc c'est à peu près, parce que la matière organique, par manque d'oxygène, il ne se dégrade pas totalement. Donc on a de la matière organique donc, qui s'accumule et qui prend cet aspect brunâtre, parce que c'est des tissus qui sont, c'est-à-dire qui s'accumulent après la mort donc, des végétaux. Alors celle en bas à droite, donc ça c'est un étang, le marja. Donc ça c'est le marja ديال سيدي بوغاضا, اللي كاين في مهديه, tout près de Kinetra. Donc, si jamais donc, les gens entre vous donc, qui ont l'occasion de visiter Kinetra, la région de Média, qui est tout près, Média, il est tout près, donc juste à très peu de kilomètres, 4 ou 5 kilomètres, donc vous y êtes pleinement, le lac, plutôt le Merja de Sidi Bouraba. C'est une Merja donc, qui se trouve à côté donc, du littoral, mais il ne communique pas avec l'océan. Il ne communique pas avec l'océan. Et bien sûr, donc, c'est une marja donc, qui reçoit donc, certaines influences océaniques. Et l'eau, bien sûr, donc, c'est une eau qui est généralement douce, avec parfois donc, douce au niveau de certains points, parce que là, il y a un puits. L'eau n'est pas très profonde, donc c'est de l'eau douce. Et bien sûr, une fois un petit peu on est à l'intérieur, donc on sent que l'eau, il est plus ou moins saumâtre. C'est-à-dire, parfois, on peut assister à quoi? On peut assister à des intrusions d'eau marine, vu la proximité de l'océan. On peut assister à des intrusions d'eau marine, surtout lors des périodes d'étiage, c'est-à-dire les périodes où on a des niveaux bas d'eau. On a des niveaux bas donc de la nappe phréatique, donc on a donc des entrées d'eau de mer. Donc c'est ce qui fait augmenter la salinité de l'eau. Donc là, ce ne sont que quelques exemples, juste pour apprécier en quelque sorte un petit peu ce type d'écosystème. Alors, là également, on a les baies. Et les baies, c'est des interpénétrations de la mer à l'intérieur du continent. Le Khalij, ce qu'on appelle le Khalij. Khalij, qui est في Dakhla, qui est في Hoceima, c'est des pénétrations donc, du milieu marin à l'intérieur du continent. C'est ce qu'on appelle des baies. Là, comme vous pouvez le voir, donc en haut à droite, donc c'est de vastes étendues, de très vastes étendues d'eau avec une végétation très typique. Donc, ce sont des marais d'eau douce. Ici, vous avez des plantes donc, du type nymphia, donc ce sont les nunéphars. Donc, c'est des plantes dont les feuilles ils sont ovales et qui flottent sur l'eau. Donc, ce sont des plantes purement aquatiques. En bas, à gauche, donc, ce sont des lagunes côtières, les lagunes côtières, donc, parfois donc, qui communiquent avec l'océan. En bas, à droite, donc, ce sont des marais saumâtres à salés, c'est-à-dire légèrement à fortement salés, avec bien sûr un cortège d'espèces qui est totalement caractéristique, qu'on ne va pas retrouver dans les marais d'eau douce. Donc, c'est une végétation typique, ce qu'on appelle la végétation hallophile, dominée par les salicornes, comme Salicornia fruticosa, comme bien sûr, donc, il y en a plusieurs espèces. Ce qu'on appelle les sansuires, généralement, de manière générale, donc on les qualifie des sansuires. Par exemple, Farbat, qui communique avec le milieu marin, donc les bords d'Yalo, Genève. Donc, vous allez trouver donc, des sansuires à Salicornia,
Assuaïda, Salicornia et autres, bien sûr, donc, qui sont des plantes indicatrices de milieux salés à saumâtre. Donc, après, on passe donc à ce qu'on appelle les fonctions, les services rendus et les valeurs des zones humides. Alors, lorsqu'on parle des fonctions, la fonction d'une zone humide, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est le rôle que joue le milieu, c'est-à-dire c'est le rôle que joue cette zone humide. Donc, quel est le rôle joué par cette zone humide? Donc, autrement dit, donc, si on arrive à répondre à cette question, donc, on est en train de déterminer ce qu'on appelle les fonctions des zones humides. Par exemple, le rôle que jouent les zones humides, c'est quoi? Comme je l'avais dit, donc, il retient quand même des quantités d'eau. Donc, c'est un contrôle des crues. Les crues, les hamlets. Donc, il permet de contrôler les crues. On peut voir, juste comparer de manière naturelle une zone humide, par exemple, qui se passe sur une superficie assez importante, lorsqu'il va rassembler et il va piéger donc un volume d'eau très important. Donc c'est-à-dire, ça se compare en quelque sorte avec un barrage. Et lorsqu'on essaie de voir un barrage, c'est pour le construire, donc c'est des sommes colossales, c'est beaucoup d'argent pour construire un barrage, alors qu'ici, donc le milieu, c'est un milieu naturel. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'argent. Donc, c'est un milieu construit naturellement et qui assure donc la même fonction qu'un milieu qui est créé par l'homme et qui demande donc c'est-à-dire qui demande donc des financements très importants. Donc, ça, c'est parmi les fonctions. Donc, c'est le contrôle des crues, l'absorption de nutriments, comme je l'avais dit la dernière fois, par exemple, certaines substances polluantes. C'est des réservoirs également de biodiversité, parce qu'il permet donc je dirais donc, ça contient et ça renferme plusieurs espèces, donc de différentes espèces, que ce soit donc d'espèces végétales ou animales. Donc c'est un potentiel, donc un réservoir de biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions. Donc c'est le rôle que joue le milieu. Alors, les services, lorsqu'on parle donc des services, ça veut dire quoi? C'est les bénéfices, un service, quelque chose donc, qui t'offre un service, c'est-à-dire c'est les bénéfices qu'en tire l'homme, c'est-à-dire que les bénéfices que va tirer l'homme de ces zones humides. Donc, c'est les bénéfices potentiels qu'en tire l'homme, c'est-à-dire que l'homme va tirer donc de ces zones humides. Donc, comme je l'avais dit, les services, d'abord une protection contre les inondations, il va bénéficier de cette protection, il va bénéficier de l'épuration des eaux superficielles et même souterraines. Bien sûr, les zones humides, donc il y a le côté pêcherie, c'est-à-dire c'est la pêche, une fois on pratique la pêche. Il y a également donc, une zone humide, ça va constituer un paysage esthétique et culturel, avec des activités de loisirs qui peuvent se pratiquer. Certains lacs, on peut pratiquer même quelques activités nautiques, même. Certains lacs, le lac de l'Isli, donc très connu, avec tout un festival de fiançailles qui se déroule chaque année, je pense, le 19 septembre, si je garde une bonne mémoire. Donc, vers le 19 septembre, c'est là que se déroule le festival. Et donc, ça, le festival de fiançailles, donc, il est lié le lac de l'Isli, Islit. Donc, c'est la raison pour laquelle on a attribué le nom des deux lacs qui sont l'un tout près de l'autre. Et donc, en plus des services, on a également ce qu'on appelle les valeurs des zones humides. Donc, on a les fonctions, les services et les valeurs donc, des zones humides. Donc, la valeur, si l'on veut dire, c'est quoi? Le climat. La valeur, c'est le climat. Donc, c'est l'estimation monétaire donc, des services rendus par ces zones humides. Donc, c'est l'estimation monétaire rendue par les services qu'offrent donc ces zones humides. Donc, autrement dit, c'est quoi? C'est la valeur économique, c'est la valeur économique, générée par les différents services rendus par les zones humides. Je donne juste un simple exemple. Par exemple, une zone humide, je vais pratiquer une pêche de poissons, donc je vais quand même pêcher, donc, je dirais donc, un certain nombre de poissons, donc certains kilos.
et ces poissons-là, donc, ils seront vendus sur le marché, donc ça va générer un certain revenu. Donc, il y a également, je peux tirer par exemple, soi-disant, donc, je peux, par exemple, en récolter certaines plantes à intérêt médicinal, je pourrais également vendre, et donc j'aurai quand même un certain revenu. D'autres zones humides, donc je pourrais récolter par exemple du sel que je pourrais vendre, et donc je vais récolter soi-disant un certain revenu, ainsi de suite. Donc là, aide de revenu, donc ça permet donc d'évaluer en quelque sorte la valeur, et donc c'est l'estimation monétaire, en chiffre monétaire, plus قيمة نقدية. Donc on appelle donc les valeurs. Alors maintenant, on va voir un petit peu donc les fonctions des zones humides. Alors trois principales fonctions des zones humides. On a d'abord donc des fonctions hydrologiques, puis biologiques, puis climatiques. Alors les fonctions hydrologiques, donc c'est que d'abord ça permet de ce qu'on appelle donc de recharger les nappes. Une zone humide, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, donc une zone humide qui se trouve là, du fait qu'il est rempli d'eau, donc c'est-à-dire de manière régulière, il va permettre de recharger de manière continuelle et progressive, donc ça permet de recharger les nappes phréatiques. Donc à l'échelle d'un bassin versant, des bassins versants, à des zones humides, ils vont se comporter comme quoi, une éponge, donc ils vont capter l'eau de ruissellement, au niveau des bassins versants, qui va s'accumuler dans cette dépression, dans ce creux, dans cette dépression fermée, c'est ce qu'on appelle une dépression endorheique fermée. Et puis après, donc une fois l'eau est piégée, donc il va alimenter donc les nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes souterraines. Donc c'est une source d'eau en période d'étiage, c'est-à-dire c'est quoi les périodes d'étiage? C'est les périodes durant laquelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes souterraines, donc ils sont à leur niveau le plus bas. C'est ce qu'on appelle donc la période d'étiage. Donc, en plus donc, de la recharge donc, des nappes, on a la maîtrise donc, des crues. La maîtrise des crues, ça veut. Pourquoi? Vous savez très bien, donc, les zones humides, donc du fait, ce sont donc des dépressions, donc qui permettent de stocker l'eau dans le sol, ou bien, c'est-à-dire, soit dans le sol, par bien sûr donc, des recharges, de manière régulière qui se fait, soit tout simplement de le retenir à la surface, bien sûr, c'est-à-dire au sein au sein de cette dépression, au sein de ce creux. C'est-à-dire on peut le voir ici sur ce schéma de gauche. Alors, la végétation, généralement, qui caractérise ces zones humides, il permet quand même de ralentir un petit peu donc, le débit, la vitesse avec laquelle arrive de l'eau. Donc, il permet de ralentir, donc il permet de freiner en quelque sorte donc, le débit des eaux de crue vers l'aval, donc depuis l'amont vers l'aval. Et donc, en quelque sorte, la végétation, il permet de stabiliser dans une mesure, donc il permet de stabiliser et de protéger les sols contre l'érosion, notamment l'érosion hydrique, et par la suite qui pourra être accentuée par l'érosion éolienne. Donc, c'est une sorte de fixation des berges, c'est-à-dire du Genève, les parties, donc, c'est-à-dire de part et d'autre de la zone humide, ce qu'on appelle les berges, donc qui permettent de fixer des berges et bien sûr donc les rivages. Donc, autrement dit, en jouant ce rôle-là de maîtrise de crue, donc en quelque sorte, donc, il remplace les structures artificielles telles que les barrages, qui sont construits avec des prix quand même très, très colossaux. Un barrage, ce n'est pas une question de... c'est des millions parfois, c'est des millions et des millions, c'est des sommes colossales. Alors qu'un barrage, donc s'il est construit, c'est pour assurer une fonction, et la même fonction, il est assurée ici de manière naturelle, c'est-à-dire sans miser le moindre centime. Donc là, c'est un exemple. De quoi? Donc ça, c'est le cas, c'est-à-dire lorsque l'homme, parfois, il agit de manière négative, c'est-à-dire dans la transformation des zones humides, c'est-à-dire au lieu de laisser les zones humides
faire leur travail, mais lorsque l'homme il intervient, il agit en transformant les zones humides, parfois qu'est-ce qui arrive? Donc on peut assister à des problèmes donc d'inondation par la suite. Donc là, c'est un cas de figure dans on a assisté à un endiguement, c'est-à-dire, c'est quoi un endiguement? C'est-à-dire une sorte de déconnexion des plaines alluviales. Les plaines alluviales, c'est des plaines qui sont parfois donc remplies d'eau, des plaines de vastes étendues remplies d'eau. Parfois, l'une des erreurs qui ont été faites, parfois donc on peut déconnecter, c'est-à-dire arrêter le bon fonctionnement et perturber le bon fonctionnement de la zone humide, comme dans ce cas-là, Mississippi, aux États-Unis. L'homme, donc, il a procédé à un endiguement, donc il a déconnecté les plaines alluviales. Le résultat, c'était quoi? Donc, c'était une augmentation de la hauteur des inondations du Mississippi à Saint-Louis, aux États-Unis. Donc, ça, on peut le voir, ça, c'était en 1920. Donc, une fois regardé le fonctionnement, donc entre 1800 sur le graphe, sur la figure, entre 1860 jusqu'à la pointe de la flèche rouge, c'est-à-dire jusqu'à 1920, vous voyez donc le niveau, donc qui est généralement, il reste stable. C'est des fluctuations, mais c'est-à-dire la tendance générale, elle est stable. Mais une fois l'homme, il a procédé à un endiguement, il a déconnecté ses plaines alluviales, regardez donc le niveau, donc comment il a changé, avec des niveaux, donc avec des niveaux très importants. Donc parfois on atteint des niveaux de plus de 2 mètres. Donc c'est ce qui a provoqué donc des inondations extrêmement importantes, Mississippi, et le coût des dommages qui résulte de cette erreur humaine, le coût des dommages, il a été estimé à 236 millions de dollars. Presque, c'est un chiffre très colossal par une simple erreur humaine. Et voilà donc le résultat final. Donc voilà une image, les inondations aux États-Unis, Mississippi. Donc regardez, donc de très vastes. Donc tout ça, tout ce terrain, il est totalement inondé, avec bien sûr donc des dommages extrêmement importants. Donc en plus des deux rôles qu'on a vus tout à l'heure, il y a également le rôle de filtre. Le rôle de filtre. Donc vous savez très bien, donc, une zone humide, comme dans ce schéma-là, donc c'est un milieu. On a parfois donc l'arrivée sur l'action de ruissellement. Donc ça permet donc d'alimenter les nappes, ça permet donc de diminuer la perte d'eau et donc parfois donc ça permet de maîtriser les crues. Et en même temps, du fait que ce sont des milieux qui piègent de l'eau et ça permet de pousser quand même donc une végétation, donc ça permet, la végétation lorsqu'elle se développe, donc il permet de quoi? De filtrer donc les contaminants. Ça permet de filtrer donc les polluants et donc les molécules soi-disant polluantes. Donc les zones humides, ils vont contribuer au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc ils agissent comme des filtres épurateurs physiques et biologiques. Physiques parce qu'il y a quand même un sédiment, donc une fois à deux sédiments, une sorte d'un tamis, donc ça permet de filtrer, de piéger les molécules et donc d'avoir une eau par la suite qui est filtrée. Également, ces polluants peuvent être fixés par les systèmes souterrains donc des plantes et donc ça va filtrer également donc l'eau. Et donc généralement, on a des filtres, soit physiques, soit biologiques, parfois même les deux. Filtre physique, parce que les zones humides, ils favorisent les dépôts, donc favorisent les dépôts des sédiments, y compris le piégeage donc des éléments toxiques, donc tout ce qui est métaux lourds par exemple, et de nutriments, et permet également donc la rétention des matières en suspension par la végétation. Filtre biologique, on ne doit pas oublier quand même que c'est le siège, les zones humides donc, représentent comme un siège privilégié donc, des dégradations biochimiques grâce aux UV, grâce plutôt aux bactéries, les bactéries donc, qui sont présentes, et donc qui ont un rôle, je dirais donc de dégradation. Elles dégradent donc la matière, donc tout ce qui est matière organique, etc. Donc ils ont un rôle très très primordial dans les processus de dégradation biochimique, ce qui permet donc la libération de plusieurs éléments donc utiles.
Également, c'est le siège privilégié de désinfection. Par quoi? Par destruction tout simplement des germes pathogènes sous l'effet tout simplement des rayons UV. Parce que par la présence d'une lampe d'eau, ils permettent la pénétration donc, des UV. Également, c'est un siège privilégié donc, de l'absorption et de stockage par les végétaux donc, de plusieurs molécules qu'on peut considérer comme indésirables ou bien polluantes, comme par exemple les nitrates, les phosphates, à l'origine souvent donc de l'eutrophisation des milieux aquatiques. Les phosphates ou bien les orthophosphates, par exemple dans certaines régions rurales, souvent donc certaines personnes ils sont amenées à faire donc leur linge, à laver leur linge par l'eau, par exemple des oueds, proximité des lacs, et on utilise souvent les détergents. Les détergents, ce sont généralement les détergents avec le savon. Ils sont faits à base de quoi? Des orthophosphates. Et donc, ce sont des molécules polluantes qui vont entraîner l'eutrophisation donc des eaux. Et généralement, par le système de souterrain, les plantes, ils permettent de fixer les éléments. Et également, ils permettent de fixer certaines molécules de pesticides. Donc, les pesticides généralement qu'on utilise, les périodes de l'agriculture. Donc, souvent, on utilise des pesticides pour se débarrasser de plein de choses, soit des mauvaises herbes, soit de certains insectes. Ça dépend donc des périodes où les utiliser. Donc, souvent, donc, les zones humides qui sont situées en plein terrain agricole, donc, on trouve des traces donc, de pesticides, parfois dans de l'eau, et parfois même dans les systèmes donc, racinaires donc, de certaines plantes. Donc, ce qui prouve tout simplement que les plantes ils permettent de capter ces molécules indésirables et polluantes. Donc, ça, c'est le rôle donc, du filtre biologique, surtout exercé par la composante biotique. Alors, donc, cette fonction d'épuration peut également empêcher l'épuration, le fait d'épurer, cette fonction d'épuration, va empêcher la contamination donc, des eaux souterraines, parce qu'une fois l'eau est filtrée, donc on évite la contamination des eaux souterraines qui sont utilisées dans plusieurs, disons, soit un usage l'agriculture, l'irrigation parfois dans des terrains agricoles. Donc, ce qui fait que si l'eau est filtrée, donc on s'attend à ce que cette eau-là avec laquelle on va irriguer, donc c'est une eau propre, donc pure, et donc on n'a pas de souci donc de contamination par la suite. Et donc, en quelque sorte, cette fonction d'épuration jouée par ces systèmes et par les plantes qu'ils renferment, donc il va empêcher donc, la contamination des eaux souterraines ou bien sûr d'autres sources d'eau de consommation, de consommation. Et donc ce qui fait que la fonction qui est jouée comme étant donc, en fonction d'épuration, il va remplacer en quelque sorte donc, les stations de traitement des eaux usées. Le traitement des eaux usées, donc c'est des stations qui sont très coûteuses, alors que là, l'épuration, donc il se fait de manière naturelle. Donc par exemple, le phragmite qui est très connu, Phragmites communis, Phragmites australis et même Phragmites communis, donc deux espèces différentes, mais du même genre, c'est le genre Phragmites, donc qui participe à l'épuration des eaux en captant et en piégeant dans leur système souterrain donc les molécules indésirables. Également, l'Ecornia crassipes, c'est ce qu'on appelle la jacinthe d'eau, il a également un rôle épurateur donc de l'eau. Donc ça, c'était parmi donc également les fonctions. Donc, il y a la protection contre ce qu'on appelle les intrusions salines. Les intrusions salines, c'est-à-dire ce qui arrive de l'océan, c'est-à-dire les eaux en provenance de l'océan. Et donc, les eaux en provenance des océans, ce sont des eaux qui sont salées.
يعني مالحين. Donc, la présence donc, des zones humides, il va éviter. Pourquoi? Parce que la présence des zones humides, il va tamponner à chaque moment avec soi-disant donc, les couches de sol et ça va empêcher en quelque sorte donc l'arrivée donc des intrusions salines. Mais lors des périodes, comme je l'avais dit tout à l'heure, lors des périodes d'étiage, c'est-à-dire lorsqu'on est en face donc c'est-à-dire des moments où on a c'est-à-dire des moments à des niveaux les plus bas donc des nappes, lorsqu'on est vraiment à des niveaux les plus bas des nappes, ce qui arrive souvent lorsqu'on est en face donc d'une succession d'années sèches, hein, lors des successions d'années sèches, en plus des activités anthropiques, lorsqu'on creuse parfois donc des puits ou des forages pour irriguer, donc le résultat c'est quoi? C'est qu'on diminue le niveau de la nappe phréatique et en ce moment-là, on va assister à quoi? Donc à un appel des intrusions, à un appel donc des eaux marines, donc qui sont salées. Et donc ça va modifier la qualité de l'eau, hein, ce qui va avoir des répercussions sur la faune, sur la flore et sur la qualité de l'eau. Et donc ça, c'est parmi également les rôles joués par les zones humides, c'est ils protègent donc ils protègent contre les intrusions salines, c'est-à-dire les entrées donc des eaux salées des océans. Donc la présence des zones humides, il évite les intrusions salines et maintient une bonne qualité de l'eau. Alors, donc, parmi les fonctions que jouent également les zones humides, donc on a vu la première fonction. Alors, comme deuxième fonction, donc c'est les fonctions biologiques. Donc, les fonctions biologiques, donc on a vu les fonctions hydrologiques, maintenant c'est les fonctions biologiques. Alors, les zones humides, ce sont des réservoirs de biodiversité. Les zones humides, comme on l'a vu tout à l'heure, vu la typologie qui est extrêmement variée, en fonction de plusieurs paramètres, en fonction donc de l'état. C'est-à-dire l'eau, est-ce qu'elle est courante ou stagnante? Est-ce qu'elle est salée ou saumâtre ou d'eau douce? Est-ce qu'il est situé en altitude ou dans les moyennes altitudes ou dans les basses altitudes? Est-ce qu'il est sur un substrat, par exemple calcaire ou bien par exemple argileux ou bien basaltique, etc. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il est l'eau, il est eutrophe, oligotrophe, mésotrophe, et ainsi de suite. Donc, en fonction de tous ces types-là, on assiste également donc, à une diversité d'espèces animales et végétales, et donc qui vont constituer une sorte d'un potentiel de biodiversité, donc une sorte d'un réservoir de biodiversité qui caractérise donc ce type d'écosystème. Donc, parmi également donc, les zones humides, c'est également un important réservoir génétique, parce que le fait d'avoir une diversité d'espèces végétales et d'espèces animales, c'est en même temps, parce que chaque espèce a, donc ça constitue un matériau génétique précis. Et donc cette diversité d'espèces, ça veut dire quoi? Également, c'est une diversité génétique. Et donc c'est un réservoir également génétique au potentiel économique considérable pour, bien sûr, l'industrie pharmaceutique, la culture des plantes commerciales. Par exemple, il y a le riz, etc., etc. Il y en a une diversité de cas. Alors, on a également la grande biodiversité des zones humides. Il est lié tout simplement à la diversité des habitats. Donc, c'est ce que j'avais dit au début. Donc, cette biodiversité, ce potentiel, ce pool d'espèces extrêmement important, donc il est lié tout simplement à cette typologie, à cette diversité d'habitats donc qui caractérise les zones humides. Alors, les zones humides, elles assurent différentes et donc diverses fonctions essentielles à la vie donc, des organismes, c'est-à-dire qui habitent, donc qui sont inféodés, c'est-à-dire qui sont inféodés à ces zones humides. D'abord, les fonctions d'alimentation, voilà par les fonctions, donc c'est la fonction d'alimentation. Et cette fonction d'alimentation, elle provient tout simplement donc, de la richesse et de la concentration en éléments nutritifs qu'on observe généralement dans les zones humides, tout en assurant une mise à disposition donc, des ressources alimentaires pour de nombreuses espèces animales, notamment pour les oiseaux,
les oiseaux, les poissons, et bien sûr, lorsqu'on parle des oiseaux, il y a une diversité, les poissons également, une diversité, d'autres amphibiens, euh, d'autres amphibiens, donc c'est tout un groupe. Également, donc, des fonctions de reproduction par la présence de ressources alimentaires. Donc, ça constitue donc c'est des milieux où certaines espèces ils viennent pour se reproduire du fait qu'ils trouvent donc tout soi-disant donc tout le nécessaire. Donc, il y a l'alimentation et c'est un milieu où il y a de l'eau, il y a de l'alimentation par exemple pour les oiseaux et donc c'est le lieu idéal pour également accomplir donc des fonctions comme la fonction de reproduction des organismes. La fonction d'abri et de repos, surtout la période de l'immigration, les oiseaux migrateurs, donc les oiseaux d'eau migrateurs, donc qui peuvent passer, voyager d'un pays à un autre. Certains oiseaux, par exemple, ils peuvent venir de la Turquie ou bien de la France, parfois donc d'autres qui viennent de la Turquie jusqu'à la France, jusqu'à l'Espagne, au Maroc, et parfois donc ils descendent jusqu'à la Mauritanie, parfois même ils arrivent jusqu'au Sénégal. Donc il y a tout un trajet qui est fait. Bien sûr, donc lors des périodes de voyage, ce n'est pas un voyage direct. Donc les oiseaux, à un certain moment, ils ont besoin de se reposer. Et donc, parmi, je dirais donc, les lieux qui sont visés par les oiseaux, parce qu'ils le connaissent parfaitement, donc ce sont les zones humides. Parce que là, ils trouvent de l'eau, ils trouvent de la nourriture, et bien sûr, donc, ça va constituer, du fait que ça renferme donc une végétation, donc ça leur permet également de milieu d'abri, c'est-à-dire qu'ils se cachent pour se reposer, s'alimenter. Une fois donc la mission, c'est-à-dire ce repos est bien mené, une fois donc ils sont bien alimentés, donc ils peuvent reprendre le chemin à destination je dirais donc à destination d'un autre pays. Donc, ça, ce sont des fonctions d'abri et de repos, notamment pour les oiseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le Maroc? Alors, pour le Maroc, la flore, généralement des zones humides, il montre une richesse floristique importante. Donc, généralement, il est estimé à plus de 670 espèces et sous-espèces. Donc, c'est quand même une richesse importante. Le taux d'endémisme, c'est-à-dire le pourcentage donc, des espèces endémiques au sein, je dirais, de cette fraction, c'est-à-dire le taux d'endémisme, il se rapproche à peu près donc, de 6,5%. Mais ce qui est important, c'est-à-dire le fait le plus marquant, ce qui est important et ce qui est marquant dans ce cas-là, c'est quoi? C'est la grande proportion plutôt des espèces qui sont rares ou menacées. Donc, lorsque je parle donc, des espèces rares ou menacées, donc la dernière fois, donc j'avais expliqué la rareté, un taxon rare. Donc, la rareté, donc il combine deux paramètres, si l'on veut dire. D'abord, comme je l'avais dit, la distribution géographique, par exemple, lorsque je parle de la rareté au sein du Maroc, c'est la distribution de l'espèce au sein du pays. Donc, c'est une distribution très limitée. Elle va se trouver juste dans quelques sites à l'échelle du Maroc. Et donc ça, c'est le premier paramètre, la distribution. Le deuxième paramètre, c'est-à-dire dans ces sites, les sites dans lesquels on trouve cette espèce, il va se trouver avec des abondances très faibles. Donc lorsqu'on combine les deux paramètres, une répartition très limitée avec des abondances extrêmement faibles, donc en ce moment-là, on peut évoquer donc la question de rareté. Et donc ça, ce qui est le fait, le plus marquant dans cette fraction je dirais donc, d'espèces, c'est quoi? C'est la forte proportion des espèces rares ou menacées. C'est-à-dire menacées d'extinction. C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui s'exercent sur ces espèces. Et donc, cette proportion, il est évalué à peu près à 34%. Donc, quand même, c'est un pourcentage très important. C'est un pourcentage très important. Et donc, ça, c'est l'une des valeurs donc, des zones humides. Donc, c'est ce qu'on appelle les valeurs plutôt écologiques et donc la valeur patrimoniale des zones humides. Donc, plus une zone humide il est riche en espèces rares ou bien menacées ou bien en espèces endémiques, donc plus il est très riche en ces espèces-là, donc plus la valeur écologique et la valeur patrimoniale de cette zone humide, il est importante, il est très élevé.
Parce qu'on peut avoir la valeur écologique, donc patrimoniale, mais on peut avoir également la valeur socio-économique. Donc, on peut avoir donc les deux valeurs. Mais pas forcément, lorsqu'on a une forte valeur écologique, ça veut dire qu'on a une forte valeur socio-économique. Non, pas du tout. La valeur écologique, c'est surtout vis-à-vis donc de la proportion donc, des espèces endémiques ou bien rares ou bien menacées. Donc, plus cette proportion il est importante, plus la valeur écologique patrimoniale donc, de la zone humide il est importante. Alors, la valeur socio-économique, c'est, soi-disant, c'est une valeur, soi-disant, qu'on peut tirer à partir donc, des services qui sont offerts par, par ces zones humides, c'est-à-dire même en chiffres monétaires ou parfois même, c'est-à-dire en chiffres monétaires et c'est-à-dire parfois lorsqu'on essaie de comparer certaines fonctions pratiquées, jouées par ces zones humides, même s'ils ne peuvent pas, soi-disant, être chiffrés en chiffres monétaires, mais on peut les évaluer, bien sûr, de manière indirecte. Donc ça, c'était pour la flore des zones humides. Alors pour la faune des zones humides, également, il est très riche et varié, constitué des oiseaux, des vertébrés, des invertébrés, et dans chaque catégorie, les oiseaux, une diversité, les vertébrés, c'est une diversité, les invertébrés également, c'est toute une diversité, les insectes, une diversité, les poissons également, c'est une diversité. Donc si on essaie de voir l'ensemble, donc c'est une diversité, une richesse faunistique extrêmement importante. Et donc, c'est un potentiel génétique également très important. Donc, je m'arrête ici. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, euh, donc c'est pour le vendredi. Donc, le vendredi, euh, on va terminer donc, ces fonctions. Et par la suite, donc, on va entamer donc, sur d'autres parties qui sont également intéressantes. Donc, je m'arrête pour aujourd'hui. Et donc, je vais juste arrêter l'enregistrement.